Bonjour à tous et bienvenue dans la famille en question. Pour beaucoup, Noël peut être un moment de solitude. C'est le cas en particulier pour les détenus et leurs familles. Les familles justement dont on connaît peu les souffrances, la détention d'un mari, d'un père ou d'un frère restant un sujet tabou. À quelles difficultés psychologiques, sociales ou économiques ces familles sont-elles confrontées? Comment l'Église les accompagne? C'est ce que l'on va voir avec nos invités. J'accueille Katia Roussy, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes bénévole des équipes Saint-Vincent. Depuis 12 ans, vous êtes à l'accueil de la halte Saint-Vincent qui accueille des personnes avant leur entrée dans le parloir de la prison de la Santé à Paris. Vous nous raconterez un petit peu cette expérience de bénévole. À vos côtés, Geneviève Paul Cavalier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre de l'UFRAMA qui regroupe l'ensemble des maisons d'accueil, des familles et proches de détenus. Merci d'être avec nous. Enfin, on retrouve Jean-Louis Bavoux, notre chroniqueur. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Vous nous apporterez un petit peu votre regard justement sur ce que fait l'Église et l'accompagnement des chrétiens vis-à-vis des familles de détenus tout à l'heure. Alors avant d'aller plus loin, direction justement la halte Saint-Vincent située devant la prison de la Santé à Paris. On va voir comment les familles qui viennent visiter un proche sont accueillies. Reportage. Une petite fille sur une montagne, face à elle, un arbre. Ou plutôt un mur. 3 personnages, l'un hurle, l'autre est bâillonné. Ici un singe derrière des barreaux. Des dessins comme ceux-ci, il y en a des dizaines sur les murs de cette Algeco. Tous crient la douleur, la peur ou l'amour d'un père, d'un frère absent. Nous sommes devant la prison de la Santé à Paris. C'est ici que s'est installée il y a une dizaine d'années la halte Saint-Vincent. Quelques mètres carrés pour accueillir, avant le parloir, les familles de prisonniers. Quelques mètres carrés pour attendre, se réchauffer, prendre un café. Ces personnes-là viennent 1 heure ou quelquefois une demi-heure avant le parloir et sont là pour se reposer, se retrouver d'autres personnes avec lesquelles elles ont sympathisé. Et elles sont là surtout pour se reposer. Ici, c'est plutôt un sas de repos avant d'entrer au parloir qui est toujours un moment difficile pour les familles. En prison, le parloir, c'est le seul lieu d'échange où l'on peut se voir, se toucher, se sentir. On y vient en famille, avec les enfants, pour 45 minutes, pas une de plus. Le retard n'est pas toléré, alors on arrive en avance pour être sûr d'être à l'heure. Et puis il faut passer les portiques, le sas de sécurité, la fouille, même pour les enfants. Ce parcours, Michel le vit 3 fois par semaine depuis des mois. Pour 3 quarts d'heure passés au parloir, c'est près de 3 heures qu'il faut compter. On passe sur tout ça parce qu'on est content de voir le détenu, de lui apporter un peu d'air frais de l'extérieur et de lui raconter toutes sortes de choses qui se passent et qu'on ne peut pas à l'évidence mettre dans des lettres. Je les vis comme un geste d'amour, d'affection, enfin employez les termes que vous voulez, envers quelqu'un qui, pour l'instant, est dans une situation délicate, qui ne sait pas du tout où il va et qui a besoin donc de considérer qu'il a encore une vie extérieure, qu'il y a encore des gens qui sont là, qu'il n'est pas retiré du monde. Entre ces murs, les familles de prisonniers disent la douleur, car si le parloir est attendu, il est aussi redouté. Peur de ne pas trouver les mots, d'afficher son désarroi face à une logique sur laquelle on n'a aucun pouvoir. Pour les enfants, c'est aussi une vraie souffrance qui peut avoir des répercussions psychologiques ou affectives. Mais le parloir, c'est aussi le lieu qui permet aux familles de rester unies durant des mois ou des années d'incarcération. Reste alors à préparer ces rencontres, à trouver des soutiens. Car même pour les familles de prisonniers, l'entrée dans le monde carcéral n'est jamais sans conséquences. Alors Katia, ces rencontres que vous faites avec les familles, elles font écho à ce que vous venez d'entendre dans ce sujet ? Tout à fait, oui. Oui. On a bien vu effectivement notre Algeco avec ses dessins d'enfants. Et l'accueil, bon là on n'a pas vu de famille, donc les familles rentrent là et elles ne sont pas obligées de venir parce qu'on est de l'autre côté, donc viennent celles qui veulent. Quelquefois on va les chercher parce qu'elles n'osent pas rentrer ou voilà. Et donc elles viennent là, elles s'asseyent. Les enfants sont généralement assez contents de venir nous voir parce qu'on a des petits livres, ils dessinent. On a vu des dessins. Voilà, ils dessinent des beaucoup. dessins qui expriment aussi de la douleur. Hein. Oui, voilà, la douleur. Mais en fait, les enfants ne sont pas tellement tristes quand ils viennent là. Enfin, bon, on leur dit pas toujours. On ne dit pas toujours aux enfants
où est leur père, c'est-à-dire qu'on ne leur dit pas que c'est une prison, et quelquefois c'est le bureau, l'hôpital, ou voilà. Mais les enfants, ce sont des petits-enfants qui viennent plus tôt. On n'a pas tellement d'adolescents, ni ou alors ils vont peut-être directement, sans passer par chez nous, mais ils vont peu. Ou alors il y a des amis plus vieux, il y a des jeunes qui vont voir leurs amis, mais des enfants, des adolescents avec leur mère, on en voit assez peu. Voilà. On y reviendra un petit peu plus en détail. Geneviève Paul Cavalier, alors ces familles qui vont rentrer dans l'enceinte d'une prison, elles doivent être accompagnées, préparées, c'est important. C'est important qu'on puisse prendre en compte leurs souffrances, leurs difficultés, qui sont aussi de transport, de coûts de déplacement, de coûts d'hôtel, parce qu'il y a des personnes qui traversent la France entière, qui viennent de l'étranger. Oui. Et donc, il faut les préparer aussi, indépendamment des questions matérielles. Ce sas de passage, la halte Saint-Vincent par exemple, vous gérez avec l'UFRAMA l'ensemble des maisons d'accueil qui se trouvent devant les établissements pénitentiaires en France. C'est important qu'il y ait un passage, un lieu de repos, comme on l'entendait dans le reportage. Effectivement, c'est le seul lieu, les accueils de famille devant les maisons d'arrêt, les centres de détention, où la personne peut venir et être accueillie en toute confiance, puisqu'elles savent très bien que les bénévoles savent qu'ils viennent en détention. Alors que par ailleurs, on ne sait pas, on le cache à la famille, on le cache au travail, on le cache aux enfants, on le cache à l'école. Et c'est un lieu où effectivement les personnes peuvent être prises en compte vraiment dans un lieu d'écoute et de neutralité avec beaucoup de bienveillance. D'accord. Voilà. Et Katia, les équipes Saint-Vincent, elles proposent une variété d'engagements bénévoles. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie d'aider en particulier les familles de détenus ? C'est ça qui vous a intéressé ? Voilà, c'est quand ça a été créé. Donc oui, je me suis engagée là, dans cet accueil-là, parce que c'est un univers qui m'intéressait, c'est peut-être pas le mot, mais bon, je trouve que c'est une réalité de notre société et qu'on connaît mal. Ouais. Et ça touche toutes sortes de gens. Donc et puis je trouve que c'est un moment difficile à passer, qui est mal compris par beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'on se dit c'est vrai que quand on est là, il y a souvent des raisons. Donc, je trouvais que c'était, Vous vouliez aller à la je voulais voir ces gens qui sont ces familles qui vivent ça de manière douloureuse, je pense, et qui sont. Et voilà, je trouvais que c'était d'être là pour les accueillir, faire un petit moment qui peut être un quart d'heure ou une demi-heure, mais. C'était, ça m'intéressait, voilà. Ouais. Geneviève Paul Cavalier, les personnes qui sont dans ces accueils, les bénévoles qui viennent, vous les formez à l'écoute des familles ? Oui, c'est une proposition qui est faite, ça fait partie des actions de l'UFRAMA. En quoi ça consiste, cette formation ? C'est vraiment une rencontre sur plusieurs jours, soit sur site, soit les équipes aussi peuvent accueillir un formateur. C'est vraiment lié à développer une bonne qualité d'accueil, surtout d'écoute. Éviter de donner des conseils ou de se mettre à la place des personnes. On est vraiment présente pour être plutôt un dépôt de paroles et de souffrances. D'accord. Voilà. Et aussi, il y a des choses fort sympathiques qui se passent. Je veux dire, il y a beaucoup de chaleur parmi les familles, une fois qu'elles se connaissent un petit peu, beaucoup de soutien. Et c'est de pouvoir inviter les bénévoles à trouver la bonne distance. Voilà. Ces bénévoles, ils vont aussi à l'intérieur de la prison pour peut-être mieux comprendre ce que vivent les familles. Ça fait partie aussi de la formation UFRAMA ? Alors, ce n'est pas particulièrement UFRAMA à ce moment-là, mais habituellement, les centres de détention, les directeurs d'établissement souhaitent que les bénévoles connaissent la détention, connaissent le lieu. Et on nous propose, a priori, un peu partout, le parcours que font les familles à l'intérieur. Ça, vous l'avez fait, ce parcours, Katia ? Oui, je l'ai fait une fois, simplement. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'est le bruit des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, et puis cet enfermement, c'est très bruyant. J'ai trouvé que c'était très bruyant. Et puis le passage de la sécurité. Voilà, le passage de la sécurité. Et chaque fois qu'on rentre, on ferme une porte après, on en ouvre une autre. Et puis ces passages de ces parloirs, ces couloirs avec ces petites, même la physionomie du parloir. Enfin, juste il y a une petite table au milieu. Voilà, donc c'est pas très intime, quoi. Voilà. Qu'est-ce que les familles expriment ? Elles parlent de ces passages difficiles, l'entrée compliquée dans la prison. C'est assez stressant, oui. Elles parlent de ça, c'est ce qu'elles expriment le plus ? Elles expriment ce stress, le fait d'être fouillées, de passer les différents barrages, le fait de ne pas pouvoir emmener... elles doivent déposer leur sac avant, donc il faut prévoir pour les enfants, il faut pouvoir prévoir elles peuvent avoir un biberon, mais qu'elles laissent à l'extérieur et qu'elles demandent si elles en ont besoin. Enfin, il y a toute une préparation qui est difficile, douloureuse, et puis c'est long avant, c'est long après.
Donc il y a aussi ce temps d'attente, voilà. Voilà. Geneviève Paul Cavalier, Katia parlait du biberon, des choses qu'on peut faire entrer ou non dans la prison. Vous travaillez avec l'administration pénitentiaire, vous intervenez pour soutenir les causes des familles. Qu'est-ce que vous avez pu obtenir des prisons ? Alors régulièrement, nous avons des rencontres avec l'administration pénitentiaire. Nous avons une convention sur le plan national avec le ministère de la Justice. Ce qui permet de faire remonter vraiment notre objectif, c'est vraiment de prendre en compte la parole des familles. Donc régulièrement, il y a des questionnaires, je dirais, il y a des informations qui remontent de la part de toutes les familles. On distribue des questionnaires dans les accueils pour faire remonter leurs questionnements, leurs souffrances, leurs demandes, aussi bien pour les enfants. Et effectivement, il y en a une qui a pris une coloration particulière, on était très contents, qui au niveau de la pénitentiaire même s'appelle la circulaire des doudous, puisqu'on a réussi à faire rentrer le petit doudou, le nounours, pour que les enfants l'aient, par exemple, pendant les parloirs. Pendant très longtemps, c'était interdit de faire passer des choses. Le biberon, faire les dessins que les enfants font, qu'on a vu déjà sur les murs, peuvent rentrer, être offerts au papa, ils les gardent. Les mamans peuvent rentrer aussi avec les livrets scolaires que les enfants sont ravis de montrer éventuellement au papa. Et c'est aussi pour réinvestir et garder la place du père, et il peut les signer. Voilà. Il reste encore beaucoup à faire ? Oui, toujours. Mais je pense que c'est vraiment un mouvement et je pense que l'administration pénitentiaire est très participante et très à l'écoute des revendications que font les associations en passant par l'UFRAMA. Alors, il y avait quand même une enquête que j'ai vue sur votre site qui a été menée en 2009 auprès de 2000 familles de détenus. Elle souhaite avant tout quand même plus de convivialité à l'intérieur de la prison. Hein. C'est un univers qui reste froid et stressant. Qui reste froid, stressant, déshumanisé, puisque effectivement les lieux d'accueil sont, ce que disait Katia, très dépouillés. C'est assez triste. Il y a des chaises qui sont, suivant les lieux, sont soudées au sol ou pas. On ne peut pas trop se déplacer, puis c'est très exigu, en fait. Et Katia, alors on l'a vu, hein, les dessins d'enfants, vous en parliez aussi un petit peu, de ces enfants qui viennent chez vous. De manière générale, dans quel état d'esprit sont-ils ? Est-ce que les parents qui accompagnent expliquent qu'ils vont aller voir un papa en prison, une maman éventuellement ? Ça, c'est une parole qui est dite aux enfants ? Alors, pas toutes les familles ne disent pas, toutes les mamans ne disent pas à leur enfant que leur papa est en prison, et certaines le disent. Oui. Et les enfants viennent là. Moi, enfin, dans notre accueil, en tout cas, c'est eux qui veulent venir. Souvent, la maman, par exemple, veut fumer une cigarette, elle préfère rester dehors. Mais les enfants sont contents de venir et sont contents de voir leur père, généralement. Mais oui, ce sont plutôt des enfants petits. Oui, le plus âgé vers 7-8 ans, peut-être, voilà. Ouais. Et parfois, on cache à l'enfant qu'il rentre dans une prison. Parfois, on cache à l'enfant, voilà. Et qu'est-ce qu'on lui dit alors ? On leur dit qu'il est au travail ou qu'il est à l'hôpital, ou voilà. Bon, alors les enfants jouent le jeu, je ne sais pas si, voilà, voilà, non, voilà, ils disent, en tout cas, ils font comme si, voilà, ils croyaient leurs parents. Voilà. Geneviève Paul Cavalier, qu'est-ce que vous faites, vous, pour peut-être briser le secret ? Est-ce que c'est important que les parents disent la vérité aux enfants ? Est-ce que vous les aidez dans ce sens-là ? Nous pensons, c'est vrai, avec l'aide aussi des bénévoles, que la vérité est soignante, je dirais. Voilà. Mais il y a des familles qui le cachent, en fait, pour protéger, paraît-il, l'enfant. En fait, c'est les parents qui se protègent. Parce que les enfants, en fait, sont contents de venir voir la personne qui vient de voir, leur papa, l'embrasser. Le lieu est plus stressant, je pense, pour les adultes que pour les enfants. Même s'il n'est pas très accueillant, ils sont ravis de venir voir la personne, de pouvoir l'embrasser. Donc, ce qui a été fait, c'est des petites revues pour faciliter le dialogue. Et c'est surtout pour que les mamans... Qu'est-ce que c'est précisément ? C'est des revues qui s'adressent aux enfants ? Alors, c'est un petit carnet qu'on appelle le carnet de l'enfant. Il y en a deux, de 3 à 7 ans, de 7 ans à 11 ans. Ouais. Le premier avait été... ils sont faits exprès pour les enfants et en particulier aussi pour les familles, pour l'annonce, pour que la maman puisse dire à l'enfant que son papa est en prison, comment l'accompagner, comment dire cette parole qui est souvent difficile. D'accord. Voilà, elle est faite sous forme de petits dessins pour enfants. Ouais. Ça peut être imagé en fait. Voilà, nous le ferons automatiquement aux familles quand nous les rencontrons, si elles le souhaitent. Alors, dans quelques jours, on fêtera Noël. Est-ce qu'il y a des choses particulières de prévues pour les familles, Katia ? Alors, déjà, l'administration pénitentiaire prévoit la possibilité d'offrir des colis de Noël
pendant un mois. Donc les familles peuvent emmener 5 kilos souvent c'est de la nourriture, mais ils peuvent aussi envoyer des... Voilà. Elles vous en parlent, ces familles, de ce oui, colis qui va se c'est préparer? très important, oui, pour elles, parce Oui. qu'elles le préparent, elles cherchent à préparer des... Bon, il y a des choses interdites, bien sûr, mais bon, elles cherchent à préparer ce qu'aime la personne Donc, c'est qu'elles vont souvent de la voir. nourriture, vous Donc, disiez. elles se donnent un peu des conseils, de recettes. Enfin, à l'intérieur de... C'est vrai que ça fait une animation à l'intérieur de notre accueil, Oui. puisque l'endroit où ils déposent leur colis est juste à côté de notre accueil. Oui, votre Et donc, Algeco. voilà, donc elles se donnent des recettes, des conseils, parce qu'il faut que les emballages soient très légers, parce que comme tout est pesé, parce qu'elles amènent tout et tout est contrôlé et pesé. D'accord. Et donc, elles se donnent des conseils de ce qu'on peut emmener, pas emmener. Et puis, elles calculent, elles disent, je vais emmener 1 gigot la prochaine fois, donc cette fois-ci, j'amène simplement, je sais pas quoi, un truc qui pèse pas trop lourd. D'accord. Pour que Donc la fois d'après- on sent que c'est important. Hein, c'est pour très elles. important, Ouais. parce que c'est le seul moment de l'année où elles peuvent amener quelque chose comme ça. Sinon, elles peuvent jamais amener de cadeaux. De cadeaux, voilà. D'accord, De cadeaux, d'accord. voilà. On précise au passage d'ailleurs que le Secours catholique a des bénévoles qui apportent Oui, les colis voilà, pour les dans personnes. la Oui, prison. voilà. Et souvent, ils amènent aussi par exemple, les détenus qui n'ont pas de visite, ils amènent un petit peu plus. Enfin, quelquefois, elles Pour disent, voilà, d'autres. je prévois un petit peu, voilà. Il y a Oui. une générosité. Il y a une de ces familles. générosité, voilà. Ça, vous l'observez. Oui, voilà. Oui. Et puis il y a des cadeaux. Les enfants, les pères peuvent acheter, cantiner, à l'intérieur de la prison des cadeaux qu'ils peuvent donner à leurs enfants lors du parloir. Vous avez le sentiment que pendant ces jours-là, autour de Noël, il y a peut-être une souffrance, une vulnérabilité des familles qui s'apprêtent à fêter Noël sans le proche qui est derrière les barreaux? Oui, bien sûr, parce que voilà, c'est par exemple là, cette année, il n'y a pas de parloir le 25 ni le 1er janvier, donc c'est 25 décembre. Donc elles se disent, Ça va être difficile. elles sont inquiètes, se dire voilà, il faudra qu'on vienne le 24. Donc c'est vrai que on sent qu'il y a, oui, voilà, que c'est quelque chose qui est, bien sûr, ouais. À ce niveau-là, l'UFRAMA, elle est attentive à ces périodes-là de l'année pour les familles, pour faire en sorte que les familles soient en lien. Je pense que c'est plutôt le souci de toute l'année, c'est-à-dire de pouvoir prendre en compte le questionnement, les demandes que peuvent avoir les familles pour améliorer Voilà. le maintien du lien, en fait. Puisqu'il y a de la distance, il y a du coût, c'est cher de venir par les transports, c'est cher d'être Vous à les l'hôtel. aidez matériellement, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que là-dessus, il y a des soutiens financiers? Alors ils sont tout à fait, je pense, tout à fait ponctuels. L'UFRAMA étant tout à fait une association de bénévoles, en fait. Et c'est une union de fédérations qui couvre tout le territoire pénitentiaire. C'est davantage d'encourager les mairies, des services sociaux. C'est des questions que l'on se pose de plus en plus, les CAF, de demander qu'il y ait des aides. Puisque c'est vrai que l'incarcération n'est qu'un moment dans la vie d'une famille. Oui. Et c'est une sorte de double peine. Avoir quelqu'un qui est à l'intérieur, bon, elle a une peine parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur un acte posé. Oui. Mais la famille est très touchée parce qu'elle doit réorganiser éventuellement sa façon de travailler pour Oui. la maman qui garde les enfants. Perte d'un salaire aussi, Voilà. éventuellement. Déménager éventuellement parce que, en tenant compte du lieu d'incarcération, on veut tenter de se rapprocher. Oui. Parfois, on cache aussi à l'entourage que le papa ou quelqu'un est incarcéré, donc c'est difficile de le gérer. Oui, oui. Et donc, ça entraîne beaucoup de frais. Oui. Voilà. Réaménager aussi son temps de travail. On avait une maman, enfin, des témoignages, qui passait de nuit, travail de nuit, pour pouvoir s'occuper de ses enfants dans la journée et surtout venir voir 3 fois par semaine son mari en détention. Finalement, tout tourne autour Oui. de cette détention, en Oui. fait. Hein. Et le temps est complètement réorganisé. Oui. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de week-end, tout tourne ça. autour de l'incarcération. Ouais, ouais. Et des choses sont faites justement pour aider les familles à se préparer à la sortie. Et voilà. Qu'est-ce qui est fait là-dessus? Est-ce qu'on parlait de ce temps transitoire de l'incarcération qui dure plus ou moins longtemps, mais qu'est-ce qui se fait pour préparer à la sortie? Alors ça fait partie du travail de la pénitentiaire. Il y a les services de probation et d'insertion qui aident effectivement des travailleurs sociaux qui aident les personnes à se préparer à la sortie. Et Katia, sur ces années de rencontres, ça fait 12 ans maintenant que vous êtes à la Halte Saint-Vincent, est-ce que vous avez été marquée par certaines personnes que vous avez vues? Bah, il y en a beaucoup, oui, qui sont marquantes. Bon, surtout celles qu'on voit un peu plus pendant longtemps, évidemment. Ouais. Il y a des liens qui se créent. Voilà, un petit peu des liens qui se créent, qui se dénouent parce qu'après on ne les voit plus et comme on n'a pas de contact, après c'est fini, quoi, on ne les voit plus. Mais oui, il y a des familles, bah, souvent ce sont des... Qu'est-ce qui vous marque sur ces rencontres? De manière générale, qu'est-ce qui ressort de ces personnes-là? Vous avez le sentiment qu'elles font face, qu'elles sont Oui, courageuses? je trouve que moi je suis assez très admirative de ces familles qui sont effectivement qui
prennent ça, comme disait Geneviève, qui gèrent leur vie autour de ça, qui sont plutôt confiantes. Enfin, elles ont des moments d'abattement, bien sûr. Elles arrivent quelquefois, on sent qu'elles sont complètement... mais elles repartent. Et bon, souvent, beaucoup de mères, les mères de famille sont souvent très... Au début, surtout, enfin, on sent qu'elles sont vraiment... On a une majorité, d'ailleurs, précisons à ce sujet, de femmes, puisque la oui, population, beaucoup de femmes, voilà. La Oui. population de détention est essentiellement sont des masculine, hommes. C'est une Les pères viennent assez peu, on les voit moins. Et donc, voilà, je ne pense pas dans une famille d'une mère de famille, d'un garçon qui était incarcéré. Je crois que c'est son fils aîné, elle avait 5 ou 6 enfants. Et elle venait toujours avec une sœur. Et puis un jour, le garçon a récidivé, donc il s'est retrouvé à nouveau. Et là, elle est venue avec la petite sœur. Et elle m'a dit qu'elle ne voulait pas venir parce qu'elle ne connaissait pas son frère. Enfin, elle n'avait pas jamais. Elle avait 2 ans quand son frère était. Et voilà. Et après, elle est venue régulièrement avec la petite sœur. Donc elle venait avec ses 2 filles. Ouais. Voilà, et c'était une femme, c'est vrai qu'elle était, elle s'occupait de ses 5 enfants, elle venait voir son fils aîné tous les samedis. Donc il y a des situations très difficiles. Hein, qui peuvent être et puis des jeunes femmes aussi avec des bébés qui s'occupent de la faire garder, de venir pendant ce temps-là. Donc beaucoup d'exemples de courage en fait. Hein. Oui, voilà, moi je suis assez frappée par ça, voilà. Ouais, mais en même temps d'abattement aussi, hein, mais quand même toujours qu'ils repartent, quoi, voilà. Ouais. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. Jean-Louis, je me tourne vers vous. Alors, les chrétiens, ils sont assez engagés sur le terrain des prisons, que ce soit les familles ou dans l'enceinte de la J'ai prison. envie de dire un peu oui et non. Non, parce que je pense que le préalable, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est un monde à part, la prison. C'est un monde qui est en dehors. Et je crois que la première constatation à faire, c'est de découvrir que le prisonnier, au-delà du délit ou du crime commis, c'est une personne comme nous. Et ça, ça a l'air évident, mais qui est un être humain. Moi, j'ai un souvenir très précis, c'est Radio Notre-Dame, au tout début, hein, quand la radio est née, très vite, ils ont créé un système de lien des familles avec les détenus. Et donc j'écoutais ça au petit-déj, je crois que c'était le dimanche matin, oui. Si ça existe encore. Et j'ai fait, moi, la découverte de ces familles qui parlaient, qui avaient la même voix que nous. Ça a l'air idiot, mais ces mêmes réactions que nous, ces mêmes tendresses que nous, ces mêmes détresses que nous, ces mêmes angoisses que nous. Et ça, humainement parlant, on l'imagine très difficilement. Donc il y a déjà ce travail de tout homme et de toute femme, et du chrétien en particulier, de découvrir que le détenu, ça aurait pu m'arriver, enfin, je suis capable des mêmes choses, et donc j'ai une communion à vivre aussi avec ces personnes. Alors bien sûr qu'au niveau de l'Église, il y a des institutions officielles, il y a des aumôniers de prison. Alors j'en connais quelques-unes qui ont même des activités aussi auprès des familles, au niveau des équipes Saint-Vincent, mais au niveau des aumôniers de prison, il y a des réalités vécues aussi avec les familles, et puis il y a des initiatives non confessionnelles, et Dieu merci. Mais je pense qu'au niveau des communautés chrétiennes, on est très très loin de cette réalité, et je pense qu'il y a vraiment un travail à faire, un travail ecclésial. Alors peut-être qu'il faut le demander aux aumôneries des prisons ou à d'autres instances, mais un vrai travail de prise de conscience de cette communauté, hein, qui est une vraie communauté. Je connais des jeunes, moi, qui sont allés et qui vont encore animer des messes en prison. Et ils ne sortent pas indemnes, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que d'abord, ils ont l'impression de donner quelque chose à des personnes qui ont rien. Donc il y a vraiment une sensation de servir pour le coup à quelque chose. Et puis encore une fois, ce sont des rencontres humaines très très riches, hein, où on donne vraiment beaucoup de soi et on reçoit beaucoup en fait, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une telle attente, un tel désert dans ces maisons. Vous parlez des sas. Je connais une maman là, qui m'a raconté comme cette déshumanisation totale, hein, de cette froideur, cette exiguïté dont vous parliez. Et ça, avec qui peut-on le partager, sinon avec ses frères et sœurs dans la foi, et puis si on n'est pas chrétien, que les chrétiens aillent au-devant de ces personnes-là. Et ça, je crois qu'on en est encore très, très, très loin. Encore beaucoup de choses à faire. Oui, absolument. Merci Jean-Louis et merci à tous les trois. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur les activités bénévoles proposées par les équipes Saint-Vincent, vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur site qui s'affiche sur vos écrans. Également le site de l'UFRAMA, uframa.listou.biz. Et bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO, ktotv.com.
Merci à tous. On va d'ailleurs remontrer les brochures que vous aviez citées, Geneviève, Paul Cavalier, des brochures pour les enfants qui devraient apparaître sur notre écran. Les brochures, là, on voit celle de 7-11 ans. On a également 3-7 ans. Des brochures d'ailleurs qui sont éditées dans plusieurs langues, Geneviève, Paul Cavalier. Oui, tout à fait. Donc pour une population évidemment variée. Merci à tous et très bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.